Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, après le match enlevé et pailleté de l'équipe de France à Édimbourg, on ne va pas parler du French Flair qui était aussi confiné que les journalistes hier. On va s'intéresser à Charles Olivon, mon capitaine des Bleus. Charles Olivon, sa vie au Pays Basque et sur la Côte d'Azur, son œuvre en top 14 et en équipe de France. On va parler du joueur, celui qui court vite et qui marque plein d'essais, celui qui a dû faire preuve d'un gros caractère pour se lever de grosses blessures. Et on va parler de joker couloir, parce que Fabien Galtier enrichit mon vocabulaire ovale à chaque interview, et j'en remercie. Et puis on va parler du capitaine, pour comprendre ce qu'il apporte à une équipe de France transfigurée. Pour nous raconter Charles Olivon, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, aujourd'hui Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut. Renaud Borel, salut Renaud. Salut, il n'y a qu'une seule personne qui parlera d'Olivon joker couloir, et tu l'as cité en ouverture de ce podcast. Et ce ne sera pas toi, Renaud, ce que j'ai compris. Et Clément Dossin, bonjour et bonne fête, Clément. Ah bon ? Ah oui. Eh oui. Eh oui, merci Cricri. Salut. Vous connaissez le programme, alors c'est parti, flexion, lié, jeu. Avant tout, merci d'être là, messieurs, après ce voyage éprouvant à Édimbourg. Renaud, ça a été pas trop froid dans la tribune de presse de Murrayfield ? Figurez-vous que la tribune de presse dans laquelle on se trouvait, elle était ouverte au grand vent, pour des raisons sanitaires, donc si on se les pelait un petit peu, même d'où on était. En revanche, le buffet était bien meilleur que d'habitude, surtout au Stade de France. Oui, couvrir un match de l'équipe de France dans ces conditions, c'était une nouveauté ? Match de l'équipe de France, de mémoire, oui, franchement, depuis devant la télé comme ça, c'était inédit. Une conférence de presse, si on peut appeler ça comme ça, après match, par visioconf, c'était un peu habitué, parce qu'au Stade de France, c'est le cas, mais enfin, il y a quand même la proximité du match juste avant qui fait que c'est pas tout à fait dénaturé, mais là, effectivement, c'était assez curieux et pas hyper confortable. Bon, tu t'en es sorti brillamment, évidemment, avec un papier excellent, mais ça... Oui, c'est ce que ma mère m'a dit aussi. On n'avait pas de doute. On va passer à notre sujet, Charles Olivon. C'est donc lui que Fabien Galtier a désigné comme capitaine de son 15 de France. Petite fiche de police. Charles Olivon, aujourd'hui, il a 27 ans, il compte 18 sélections, il est 3e ligne, il est grand, donc 1m99, il est costaud, il fait 114 kilos. Il est basque, il vient de Saint-Pé-sur-Nivelle, à une trentaine de minutes de Bayonne. Il a plusieurs particularités. La première, peut-être, c'est qu'il n'a jamais été sélectionné en équipe nationale jeune. C'est pas commun. La seconde, c'est qu'on l'a cru perdu pour le rugby. 2017, 2018, il a subi des fractures à l'omoplate à répétition. Il a passé quasi 2 ans sans jouer. Alors, bien qu'il s'en défende, Alex avait écrit une très belle phrase pendant la Coupe du Monde au Japon sur Charles Olivon. Il avait dit « Il revient d'entre les joueurs sans avenir et c'est sans doute pour cela qu'il bouffe ainsi le présent ». C'était beau. Clément, avant de parler de sa signature technique, Charles Olivon, c'est déjà un énorme caractère, non ? Tu veux que je te parle d'abord du style littéraire d'Alex Bardot, c'est ça ? On peut aussi, il y a beaucoup à dire. Ouais, c'est un énorme caractère et d'ailleurs en préparant le podcast, c'est marrant, je suis retombé sur un article d'Arnaud Requena qu'on salue bien fort, qui était, on va dire, notre spécialiste S. Olivon attitré au journal, et qui racontait sa toute première rencontre avec Olivon en 2014. Il l'avait rencontré à Bayonne, donc il était encore à Bayonne. C'était avant sa toute première sélection, l'été avant la première sélection d'Olivon en novembre 2014. Et à la fin de l'entretien, Olivon lui avait dit « Vous allez bien écrire ce que je vous ai dit, hein ?» Donc Arnaud lui avait répondu « Bah oui, évidemment ». Et Olivon lui avait dit « J'espère bien, sinon je vous parlerai plus jamais de la vie ». Cette petite anecdote, elle résume bien le caractère d'Olivon, entier, bascoille. Et, qui n'est pas un ours pour autant. Qui n'est pas un ours pour autant, non, mais qui un côté un peu méfiant au départ, sans doute. Visiblement, Arnaud avait dû bien retranscrire ses propos parce qu'ils avaient noué plutôt une bonne relation. Et Arnaud a fait de nombreuses interviews avec lui, notamment quand il est devenu capitaine. Mais voilà, c'est vrai que cette anecdote-là résume bien son caractère, de même que, tu l'as évoqué, ces deux blessures, j'ai pas envie de dire graves, mais deux blessures étranges en fait, dans le sens où elles étaient, je crois que c'était son chirurgien qui avait dit que ça s'apparentait à des blessures d'accident de la route. C'était pas vraiment des blessures caractéristiques du rugby et qui du coup les rendaient compliquées à surmonter. Ça a été compliqué pour lui de revenir, et c'est vrai qu'il y a eu un moment en septembre 2018 où quand il s'est repété, on était quand même à moins d'un an de la Coupe du Monde, où son avenir de rugbyman tout court était très 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 hypothétique, quoi.
Ne serait-ce que revenir de cette double fracture pour s'imposer en Coupe du Monde et puis ensuite devenir capitaine de l'équipe de France, ça en dit déjà extrêmement long sur le tempérament et le caractère vraiment de champion, quoi. Je retrouvais aussi dans un papier que pour sa première saison à Toulon, il a signé en 2015 en provenance de Bayonne. Il avait un peu de mal à s'imposer. Il disait lui-même qu'il ne se sentait pas hyper bien. Il était allé voir Mourad Boudjelal. Il avait 22 ans. Il a ouvert le bureau de Mourad Boudjelal. C'est peut-être pas le truc le plus simple à faire pour aller lui dire qu'est-ce que tu veux faire de moi, en fait. Ce qui transparaît beaucoup de Olivon, c'est qu'il y a un socle de valeurs chez ce mec qui explique en partie, je pense, pourquoi il est capitaine, mais qui explique aussi comment il a réussi à se sortir de ses blessures et comment, à un moment, il est capable d'aller taper à la porte de Mourad Boudjelal pour parler de lui, de son avenir et de sa présence au RCT. Je pense que c'est un mec très honnête et qui veut être à la hauteur des attentes, quoi, qui veut pas tricher par rapport à ce qu'il est ou à ce qu'on attend de lui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est pas le joueur de l'équipe de France le plus en vue, mais pour autant, je pense que l'équipe de France, elle ressemble en partie à ce qu'il est, parce que c'est une équipe qui s'engage, qui a une vie collective forte et qui se repose sur ce qui semble être, en tout cas sur le terrain et dans la vie commune. On ne sait pas tout, mais ce qui transparaît de cette équipe, c'est quand même des valeurs, quoi. Alors, on peut mettre plein de choses là-dedans, et je ne parle pas des valeurs du rugby, mais il y a quelque chose dans cette équipe en termes d'engagement. Il dit souvent dans les vestiaires, des images qu'on voit, il dit on reste ensemble, on ne se lâche pas. Et effectivement, cette équipe, pour l'instant, en tout cas, à aucun moment a donné l'impression de démissionner, même quand elle était un peu moins bien, comme il y a 8 mois en Écosse. Ça veut dire que Charles Olivon, avec d'autres sans doute, mais a réussi à amener à ce groupe-là quelque chose. Il y avait beaucoup d'attentes sur lui depuis longtemps. Sa première sélection, on rappelle, c'était comme en novembre 2014. Il avait 21 ans, il était pro depuis 1 an et demi. Il y avait quand même quelque chose, surtout à ces postes-là, non ? Il me semble, messieurs, que c'est des postes qui sont un petit peu à maturation lente quand même. Est-ce que ça pouvait être étonnant de le voir à ce niveau-là aussi vite ? Là où c'est plutôt étonnant, c'est que c'est au contraire un poste troisième ligne où il y a plutôt eu de l'abondance. Et lui, à 21 ans, avait réussi à, comme tu le soulignais dans ton introduction, sans passer par la case des équipes de France jeunes, il avait réussi quand même à pointer le bout de son nez en équipe de France. Rien que ça renseigne quand même sur le potentiel. Et ce matin, quand on a préparé le podcast, tu as dit un truc intéressant auquel je n'avais jamais pensé, mais qui est une possibilité. C'est qu'en fait, effectivement, il est rentré très tôt dans cette équipe de France en 2014. Et de 2014 à 2019, grosso modo, les résultats de l'équipe de France étaient médiocres. Et Charles Olivon, il est arrivé dans cette période-là. Mais en quelque sorte, les blessures ont fait qu'il n'a pas vécu en continu avec cette équipe de France qui avait des mauvais résultats. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est un mal pour un bien, mais peut-être qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il revient avec une fraîcheur qu'il n'aurait peut-être pas eue s'il avait vécu en continu avec l'équipe de France 2014 à 2019. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'y sont usés au contact de l'équipe de France et des mauvais résultats, et des saisons à rallonge. Sans doute qu'il aurait préféré ne pas passer par la case blessure, mais je trouve que c'était une réflexion intéressante, Christelle. Merci, ça me fait plaisir. On s'en voit beaucoup de bouquets aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que quand on regarde le dispatch de ses sélections, il n'en a que 6 entre 2014 et 2017. Donc clairement, il a été épargné, entre guillemets, par la morosité ambiante à ce moment-là. En 2014, il pointe juste le bout de son nez, il repart, il est deux fois remplaçant. C'est vrai que c'est un nom dont on entendait souvent parler, mais c'était pas quelqu'un qui était installé. Et quand il revient, quand il revient de nulle part, l'année dernière, en 2019, parce qu'il reprend le jeu seulement au début du printemps, on va dire. Donc là, il est quand même encore très très loin de la Coupe du Monde. Et puis, il intègre le groupe des 37 pour la préparation. Visiblement, il survole les débats pendant la préparation, lui et François Cros notamment, qui finalement n'ira pas à la Coupe du Monde, le Cros, mais Olivon, du coup, chope un strapontin dans les 31, puis est titulaire à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que il y a eu tout le changement de staff dont on a déjà beaucoup parlé, mais il a contribué aussi, lui, à amener un souffle un peu nouveau à cette équipe, le tout couronné de grosses performances individuelles. Si on regarde juste maintenant la période août 2019 aujourd'hui, il a les 2 tiers de ses sélections, il en a 12 et il a gagné 9 fois sur 12. Donc il est aujourd'hui le capitaine d'une équipe de France qui gagne à nouveau et qui n'est pas obligé
de venir devant les micros de France Télévisions avec une gueule de 6 pieds de long, quoi. Il y a un truc intéressant, c'est que pendant la Coupe du Monde, Fabien Galtier, quand il croisait des journalistes dans les rues, il aimait bien discuter un peu, faire des apartés, boire un café, puis il posait des questions aux journalistes. Et je me souviens qu'un jour, on était quelques-uns autour de lui, il avait demandé mais vous verriez qui comme capitaine? Ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que assez vite, alors qu'on était, je pense, avant, on était dans les semaines, dans les jours qui précédaient le match contre le Pays de Galles. Assez vite, il y a une sorte d'unanimité autour de Charles Olivon de la part des journalistes qui discutaient avec lui. Et dans mon souvenir aussi, ça me semblait clair que Fabien Galtier, il avait déjà ce nom-là en tête et en choix numéro 1. De toute façon, quels étaient les candidats? T'aurais pu avoir Poirot. On parlait de Poirot. On parlait de Dupont un petit peu. Tu vas avoir Dupont, tu parlais d'Olivon. Ituria à un moment. Mais en tout cas, lui, ça semblait comme une évidence parce qu'en fait, il a une présence, une stature qui parle clairement, qu'on sent, je n'arrive pas à trouver d'autres expressions, donc je vais dire comme ça, qu'on sent qu'il y a des valeurs derrière ce bonhomme. Qu'il n'y a pas de jeu. Qu'il y a un niveau de jeu aussi. Tu sens qu'il ne joue pas un jeu, en fait. Ouais, on sent qu'il ne joue pas un jeu. Puis il a un niveau aussi. Renaud, toi qui es féru des valeurs, tu partages la vision de Trouve notre expression pour exprimer ce que je veux dire. Il y a plusieurs choses qui se sont passées pendant la Coupe du Monde. Il s'est démarqué, Charles Olivon, parce qu'il était un leader positif. C'est-à-dire qu'il était plutôt dans l'encouragement et dans l'enthousiasme plutôt que dans la complainte de la difficulté. Tu veux dire qu'il fait partie de ces joueurs qui ne voyaient plus leur avenir et qui, du coup, ils bouffaient son présent. Exactement. Mais je savais pas le dire aussi bien. Mais il était dans le travail aussi. Il était dans le travail, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas de tout le monde. Et Fabien Galtier et le staff qui l'a accompagné au Japon pour prêter main forte à celui de Jacques Brunel, il était quand même en position d'observateur. Et ils ont vu un joueur pas influençable, toujours positif, je le répète, et qui effectivement avait une stature et qui en plus correspondait à l'idée que Fabien Galtier se faisait déjà un peu du rugby qui pouvait fonctionner au niveau international. Ça lui a effectivement donné une longueur d'avance sur les autres. La chance qu'a aujourd'hui Charles Olivon, par rapport peut-être à ses prédécesseurs qui ne déméritaient pas, je pense notamment à Guillaume Guirado, qui lui a fait ce qu'il a pu avec la génération qui l'a accompagné, c'est qu'il a autour de lui, Charles Olivon, des gars de son niveau déjà sportif, mais aussi humain. Quand on joue avec Marchand, avec Aldrit, avec Cross, on n'est plus seul comme leader. Et ce qui est très difficile dans une équipe nationale, c'est d'être le seul leader et devoir emmener tout le monde. Et lui, il a des lieutenants qui, s'il n'est pas là, pourront prendre le relais le temps que ça dure. Et donc, ça l'aide considérablement, je pense, dans sa tâche. Alex, il disait un truc quand même, quand on y pense, rien que de le dire, c'est assez fou. Il disait, Olivon s'est imposé pour le capitanat comme une évidence. De par tout ce qu'on a dit sur son parcours, le fait qu'Olivon capitaine soit une évidence à ce moment-là, à la sortie de la Coupe du Monde et au début, donc avant le tournoi, c'est dingue en fait, parce qu'on parle d'un joueur qui avait 26-27 ans, qui avait à peine une dizaine de sélections, donc qui était en théorie tout sauf un candidat idéal. Et de la même manière, aujourd'hui, Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France, avec cette année de recul, là il vient de boucler sa première année de capitanat puisqu'il ne jouera plus lors de cette tournée d'automne en raison de la règle des 3 feuilles de match. Charles Olivon reste une évidence en tant que capitaine. Il faut rappeler qu'il avait été désigné capitaine par Galtier pour la durée du tournoi, un peu avec une période de probation, on va dire. Et puis finalement, il y a eu le dernier match du tournoi a été reporté et finalement la question ne s'est jamais posée de remettre ça en cause à aucun moment, et c'est naturellement qu'il a enquillé et qu'en toute théorie, sauf accident, sauf blessure, sauf accident industriel, devrait l'emmener en tant que capitaine jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Mais on peut d'ailleurs rappeler que Fabien Galtier le connaissait puisqu'il a été son manager à Toulon. Je lisais un papier sûrement d'Arnaud Requena aussi, dans lequel il disait que Fabien Galtier avait l'intention de s'appuyer sur Charles Olivon à Toulon et que je crois qu'il s'est pété pendant un match de préparation en août, je crois. Donc, ou même un entraînement. Mais Fabien Galtier le connaissait d'avant. Et en matière de joueurs, justement, techniquement, Charles Olivon, on disait la première chose qui frappe peut-être, c'est le nombre d'essais qu'il a pu inscrire en équipe de France. C'est assez extraordinaire ça déjà pour un troisième ligne. Renaud.
On garde Alex pour le joker couloir. Pourtant, j'étais fit sur la question. Toi, t'es joker centre du terrain. Laisse Alex jouer dans les couloirs. Bon, déjà, il a des proportions pour un troisième ligne qui sont plutôt, il est plutôt perché, très costaud, puisqu'il lui offre quand même une certaine polyvalence dans le rôle qu'il a. Il est assez explosif malgré sa grande taille, ce qui lui permet de, justement, dans ce rôle de joker couloir, d'être très intéressant. Et puis il a des mains, et c'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme ça qui peut... Il a même des pieds. Il a même des pieds. Mais qui peut et attraper les ballons et les donner derrière, ce que Clément n'a jamais su faire, mais que lui fait très bien et au niveau international, Clément, je te le rappelle. Ah, mais Renaud, il souligne son explosivité et je pense que c'est peut-être le truc le plus marquant quand on regarde les essais qu'il a marqués. Donc, il était entre le quart de finale de la Coupe du Monde 2019 et le match contre les Gallois en octobre, il était à 6 essais en 6 matchs. Et quand on regarde les 6 essais, ce qui est frappant, c'est à chaque fois, il se porte au soutien, enfin pas sur tous, mais sur la majorité, il se porte au soutien d'un joueur qui franchit. Et en partant d'une vitesse 0 km/h, il arrive très vite à accélérer sur les 5-10 premiers mètres, alors on a regardé ce matin, il fait un 99-114 kg, c'est quand même... c'est costaud, et c'est ce qui fait. Bon, il anticipe en plus. Enfin, il a ce sens il a le goût du soutien, mais avoir le goût du soutien, ça suffit pas quand on n'a pas de jambes pour suivre Antoine Dupont, par exemple. Et lui, il a ses jambes sur 10-15 mètres pour accélérer très vite et se projeter à hauteur et suivre, en fait. Et on voit qu'il y a des joueurs qui ont peut-être un temps de réaction pour déclencher leur course équivalent au sien, mais par contre, ils n'ont pas sa faculté à se projeter si vite. Tu cites Antoine Dupont à dessein, parce que moi, il y a 2 essais vraiment qui me frappent dans la série là, qu'il a connue. C'est celui évidemment contre les Gallois à la Coupe du Monde. Il est donc soutien intérieur d'Antoine Dupont. Non, c'est Romain Tamac. C'est Tamac qui fait la dernière passe ? Ouais, je crois. Mais t'es sûr que c'est pas Tamac, Dupont, Olivon ? Je sais plus. Moi, je les laisse tranquilles, là, dans ces cas-là. Je crois, mais on la reverra après. En espérant qu'ils s'engueulent, mais même pas. Et l'autre, en revanche, là, je suis sûr, c'est Dupont, c'est contre les Anglais en ouverture du tournoi, là, quand Dupont fait son numéro dans le côté fermé après une touche foireuse. Et ce qui est marquant, c'est vrai que c'est donc cette capacité à se mettre très très vite en action et la longueur de ses courses aussi. C'est-à-dire qu'il résiste à chaque fois à une meute d'adversaires, dont des 3/4 des ailiers, et c'est-à-dire que quand il est lancé avec ses grands compas, là, il arrive à tenir des courses de 40-50 mètres. Bon, un peu moins contre les Anglais, il avait que 22 mètres à faire, mais il va vite sur une distance relativement longue, quoi. Et c'est assez dingue. Et après, mais bon, je vais laisser Alex en parler parce que c'est lui le spécialiste du joker couloir, mais on lui a quand même conféré un rôle en équipe de France qui lui permet aussi d'économiser de l'énergie pour justement, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent sur toutes les phases d'affrontement, pour justement, lorsqu'il faut avoir recours à cette filière-là très explosive, en avoir encore un peu dans le moteur, quoi. Tu nous expliques, Alex, ça explique aussi le fait qu'il marque beaucoup plus qu'en club où le système est moins fait pour ça, quoi. Alors en fait, Charles Olivon, il est dans le système de l'équipe de France. Il est un peu comme c'était le cas d'Olivier Magne ou d'Immanuel Rinaldoki il y a une vingtaine d'années. Il est souvent replacé dans le couloir des 15 mètres. En fait, si on prend l'exemple d'une touche, par exemple, lui, c'est un sauteur en touche, Charles Olivon. Donc c'est un sauteur, c'est peut-être le sauteur prioritaire. J'ai pas les statistiques, mais donc il saute en touche, il dévie son ballon ou le ballon l'attaque part et lui, il reste dans le couloir. Le ballon part de l'autre côté, lui il reste là. Et si ça peut durer, en exagérant, ça peut durer 10 minutes que le jeu il soit de l'autre côté, lui il bougera pas de son couloir. Donc c'est 10 minutes où il recharge son énergie. Il a dit qu'il était têtu. Voilà. et son rôle, quand le ballon revient dans cette zone, c'est soit d'être capable de jouer sur des équilibres de poids-puissance par rapport à des 3/4 qui seraient face à lui, soit de venir se porter au soutien de joueurs qui... En fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en le gardant dans cette zone-là, on a un joueur qui est à la fois capable d'être dans l'affrontement et d'être très très bon dans toutes les tâches de soutien, soit on a un joueur qui est capable de franchir et d'accélérer et d'utiliser sa technique individuelle, sa vitesse pour créer des différences. Dernier point qui est intéressant quand on le replace dans les couloirs comme ça, c'est que
sur les jeux au pied, des transversales notamment. Et comme il est grand, qui va vite, il peut aller au duel aérien et gagner des ballons, ce qui était arrivé notamment, je crois, contre l'Angleterre sur le premier match il y a un an. Le rôle est bien taillé pour lui. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que parfois, j'ai notamment le souvenir de la première demi-heure contre le Pays de Galles cet automne, en fait, Charles Olivon, on le voit pas. Et ça dure pendant une demi-heure, il n'y a pas une intervention. Alors, en défense, si, il est là, présent, mais offensivement, on le voit pas. On voit Olivon partout, on voit Kroos dans les rucks, on voit Aldrit partout, on voit Kroos dans les rucks, et Charles Olivon, non. Sauf qu'à un moment, déjà, un, c'est son rôle, donc voilà, et puis deux, il y a un moment, il y a une récupération de balle dans son couloir, Marchand qui fait, ou je crois que c'est Marchand qui passe les bras, et puis Olivon, sur le coup, il accélère, il passe les bras à son tour, et puis ça fait essai. Donc voilà, c'est le petit paradoxe de ce positionnement, de ce rôle-là. Il est moins en vue que Aldrit, je vais y arriver. Mais c'est ce qu'on lui demande et ça n'empêche pas l'efficacité. On vise l'entrée au Larousse du Joker couloir pour 2023, la Coupe du Monde en France. Voilà. Oh, c'est bien parti. Alex Joker couloir. Joker couloir. En un seul mot. Mais je sais pas s'il a des points faibles. On a l'impression qu'il est bon un peu partout. Il a que 27 ans. On peut imaginer qu'en plus il a une marge de progression, qu'il a peut-être, j'imagine, 2 Coupes du Monde dans les pattes. Il peut devenir énorme, non ? Oui, je pense qu'il va devenir énorme si l'équipe de France devient énorme. En fait, moi, elle est déjà en bonne voie. Marge de progression, j'ai un peu de mal à la situer parce que je pense qu'il est déjà à un haut niveau, qu'il exploite quand même bien le potentiel qu'il a déjà. Après, on pourrait lui demander peut-être d'être rude au plaquage comme pourrait l'être un Leroux, par exemple. On pourrait lui demander d'être un peu plus gratteur, mais en même temps, il n'a pas forcément le gabarit pour ça, parce que c'est un grand. Parce qu'il est peut-être moins puis il y a aussi dur à l'impact que Leroux. Aussi qui fait qu'on a aussi ce genre de spécialistes en équipe de France. Donc, En tout cas, il ne subit pas son rôle de capitaine dans ses performances. Ce qui est toujours plus facile quand tu gagnes. C'est sûr. Ouais. Tu subis moins ce rôle. Tu subis moins ce rôle-là. Néanmoins, il a les épaules, et je me répète, mais il est mieux entouré qu'ont pu l'être certains de ses prédécesseurs très méritants, puisqu'il a autour de lui une génération de jeunes qui sont capitaines dans leur club. Marchand, Kroos le sont au Stade Toulousain, Aldrit, on en parlait pour être capitaine de l'équipe de France, Kroos pendant la préparation à la Coupe du Monde, on en a parlé aussi pour être capitaine de l'équipe de France, et puis Brunel a fait le choix de ne pas l'emmener à la Coupe du Monde. Et apparemment, il laisse cette place aussi. Oui, exactement. Parce que la dernière fois, il y a eu une interview de Romain Tamac qui disait que, de par son poste, il prenait, lui, des responsabilités dans le jeu, mais aussi dans la vie de groupe. Et il disait que Charles Olivon laissait des joueurs prendre cette place, prendre ce rôle de co-leader, quoi. Et quand on voit les images d'avant-match, il n'est pas rare de voir Aldrit prendre beaucoup de la parole dans les avant-matchs aussi. Ficou prendre la parole. Ficou. Donc ça veut dire qu'il n'est pas jaloux de ses prérogatives et il laisse les autres s'exprimer. Et c'est plutôt un signe d'intelligence parce que seul, même quand ça gagne, le rôle de capitaine, c'est quand même, ça peut bouffer de l'énergie. Tu sais que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est beau. Je peux la noter celle-là ou pas pour la ressortir ? C'est beau comme du Bardot. Hein. Après, c'est pas tant une marge de progression que j'identifie plutôt qu'un questionnement en fait. Ça va être dans sa relation aux arbitres pour commencer. On sait que lors de matchs extrêmement tendus, extrêmement serrés, comme pourraient l'être potentiellement des matchs de phase finale de Coupe du Monde, ça peut avoir son importance. Je pense qu'il faut vraiment qu'il apprenne. C'est pas qu'il apprenne parce qu'il le fait déjà, mais qu'il prenne cet aspect-là en compte dans son rôle de capitaine et qu'il le développe. Il faut être un faillot, c'est tout. Qu'il améliore. Il faut être un faillot. Non, mais qu'il soit. Oui, monsieur l'arbitre. Qu'il soit capable de parler en anglais extrêmement facilement. Qui fluidifie ça pour vraiment être un visage aussi reconnu du corps arbitral. Et je pense que ce sera précieux comme l'a pu l'être pendant des années un Mako, qui pouvait aussi rentrer entre guillemets un peu dans la tête des arbitres. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure en préparant l'émission, c'est là pour le coup le visage du capitaine médiatique. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'organisation médiatique aujourd'hui de l'équipe de France, Olivon, il intervient peu souvent, c'est-à-dire que c'est cadré, c'est-à-dire que lui, sa conférence de presse, c'est celle d'avant-match le vendredi, en compagnie de Raphaël Ibanez, ça a été mis en place comme ça. Et en dehors de ce point presse-là... Celui d'après-match. Et de celui d'après-match, on le voit pas. Qui sont des points presse très rapides. Et qui sont des points presse formatés,
très rapide, et où du coup, son discours à lui, je trouve là, se lisse un petit peu. Alors que c'est quelqu'un qui, à côté de ça, lorsqu'il accorde des longs entretiens, en tout cas ceux qu'il avait notamment accordés à Arnaud, on en reparle, est hyper intéressant, a du franc-parler. Il ne faudrait pas que la fonction parce qu'on sent bien par les petits extraits... Il ne faudrait pas que la façon dont on veut lui fabriquer sa fonction dénature ce qu'il est vraiment. Et je pense que, étant donné son tempérament, à un moment, s'il se rend compte que son image est trop lisse par rapport à ce qu'il est, il finira par peut-être un peu se libérer de cette espèce de com de marionnettiste. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit lisse. J'ai l'impression qu'il est un peu. Je dis pas qu'il est lisse, je dis qu'il est lissé. Effacé. Ou effacé. Effacé dans le sens où effectivement ses interventions sont finalement peu nombreuses et très formatées, ce qui fait qu'il y a assez peu de choses personnelles qui ressortent. Et par ailleurs, comme il y a des joueurs très performants et qui attirent la lumière, je pense à Dupont, je pense à Tamac, je pense à... nous, médias, on parle beaucoup de ces joueurs-là, peut-être un peu moins de Charles Olivon, et du coup, Charles Olivon, leader de cette équipe de France, apparaît un peu noyé dans cette... Mais tant mieux dans un sens. Oui, je pense que ce qu'il faudra, c'est effectivement que parfois il arrive à davantage faire entendre son discours, ou pas d'ailleurs, il peut très bien en rester là, mais c'est un peu un paradoxe aujourd'hui en tout cas de voir qu'il est leader de l'équipe de France, mais qu'il n'est pas forcément le joueur le plus présent. Hier soir, au micro de France Télévisions, on a senti tout à sa joie d'avoir gagné en Écosse qu'il se lâchait un peu et qu'il y avait à la fois du soulagement peut-être, mais on sentait dans son discours qu'on ne ressentait pas trop sur les matchs d'avant, une vraie joie. Pour le coup, il se livrait un peu, il se libérait un peu, notamment parce que pour lui, l'automne international était terminé. Mais on sent qu'il s'éclate quand même dans cette équipe. Quand je dis il, c'est lui, et il au pluriel, et que ça doit être quand même assez grisant en ce moment d'être joueur et a fortiori capitaine de cette équipe de France là. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il y aura une interview de Charles Olivon ce mardi dans l'équipe. Donc voilà, il prend quand même la parole. Cette interview va être aussi grisante qu'être en équipe de France en ce moment. Ah ben bien sûr. Et messieurs, vous aviez été grisants et parfaits, donc on va pouvoir se quitter après avoir fait le tour de Charles Olivon. À la prochaine émission, on se critiquera plus entre nous, non ? Parce que là, on a beaucoup trop de fleurs. Parce que tu as l'impression que la période est suffisamment sympa pour qu'en plus on se verse des seaux de caca sur la tête. Ben non, merci. Je vous remercie, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Renaud Borel, Alexandre Bardot et Clément Dessin. Merci à Antoine Bourlan à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.